Moi, j'ai arrêté d'attendre qu'eux, ils comprennent ma culture, qu'eux, ils comprennent... Mais ça vient pas souvent. C'est ça. Je m'attends à rien d'eux. Tout ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils aient assez une ouverture d'esprit pour me permettre... pour me donner un emploi et me permettre de démontrer que je suis capable de faire cet emploi et tout. Et je pense que c'est souvent une erreur que les immigrants font. Ils restent chez eux à pleurer, ils sont racistes, ils sont si. À un moment donné, là, écoute, it is what it is. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Intègre-toi, t'as pas le choix. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, comme toute personne ignorante pendant toute ma vingtaine, début de la vingtaine, etc., moi, je dépensais, je m'achetais des habits. Je prenais pas le temps de me dire c'est quoi mon plan. Je veux dire, moi, je pensais comme tout le monde, je suis trop intelligente, je vais être millionnaire à 25 ans. Pas besoin de mettre l'argent de côté pour la retraite. Là. J'étais dans un autre monde, mais complètement un monde parallèle. À un moment donné, je me suis dit, ça marche plus. Il faut vraiment, quand j'ai acheté 2 propriétés. J'ai ma maison, j'ai une autre propriété qui est en location et tout. Ça fait mal aux finances. Quand tu mets la mise de fonds et tout, là, tu as les enfants qui viennent, tu as les paiements, l'argent sort et tout. Il faut payer la garderie, il faut payer. Tu te dis, oula, OK, il faut que je m'asseye, que je revoie mes finances. Pour toi, le retour au pays, tu te positionnes comment par rapport à ça? J'ai rien contre. Je veux dire, on est toujours mieux chez soi. Je veux dire, la bonne nourriture toute l'année, la bonne température toute l'année. Moi, j'ai absolument rien contre. Moi, ce qui m'énerve souvent, c'est que c'est un effet de masse, un effet de suivisme. Et puis les gens, ils n'ont pas de plan. Okay. Parce que tel a lancé une ferme ou tel a acheté un truc au pays, moi aussi, je vais faire la même chose parce que je ne veux pas être la personne qui est derrière et tout. Moi, c'est ça qui m'énerve. Si tu as un plan clair, c'est pas tout le monde qui veut vivre ici. C'est pas tout le monde qui veut finir sa vie ici. Je suis quand même retournée au pays plusieurs fois. Je peux très bien vivre au Cameroun, même si c'est un désordonné, là. Oh là là. Je peux vivre au Cameroun parce que c'est le pays où je suis. J'ai rien contre, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Comme toute chose, l'entrepreneuriat, pareil. Les gens qui lancent des compagnies juste parce que tel a lancé. Non, il faut le faire pour les bonnes raisons avec un bon plan. Il faut être conscient du contexte socio-économique dans lequel tu te lances. Parce que c'est bien beau, je vais ouvrir ma ferme de poulet ou je sais pas trop, mais je veux dire, si les gens n'ont même pas d'argent pour s'acheter du poulet, tu vas vendre à qui? Est-ce que tu peux exporter? Est-ce que les gens, ils vont juste comme ça, sans faire un plan d'affaires, sans penser à vraiment qu'est-ce que ça implique en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans Impact, le podcast qui met en valeur les parcours inspirants des immigrants au Canada. Aujourd'hui, on va rencontrer une femme d'affaires. Affaires dans tous les sens du terme. Parce que non seulement elle a étudié dans ça, elle exerce professionnellement dans ça et elle est entrepreneur aussi dans la vie de chaque jour. Donc, j'ai le plaisir de vous introduire aujourd'hui Aïcha Temfak. Elle va nous parler de son parcours, de comment elle fait pour réaliser tout ce qu'elle réalise et de l'impact que ça peut créer sur les gens. Aïcha, bonjour. Bonjour Ted. Bienvenue dans Impact, comment tu vas? Merci beaucoup de m'avoir invité, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Donc, l'épisode, c'est vraiment très relax, ça se passe en 3 parties. La première partie, on va vraiment essayer de savoir qui tu es. On va te poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu as fait comme parcours d'études, professionnellement parlant, ça ressemble à quoi. Dans la deuxième partie, on va vraiment insister sur ton domaine, on va dire, d'expertise, que tu nous présentes ce que tu fais. Puisque tu es entrepreneur, ça va être l'opportunité de nous dire concrètement c'est quoi ton entreprise, qu'est-ce que ton entreprise fait, si tu peux nous présenter les produits aussi de ton entreprise. Et dans la troisième partie, on va être plus concentré sur des questions un peu d'ordre général, qui sont des questions de société. On va parler d'éducation de manière générale, on va parler d'immigration de manière générale. C'est bon comme ça? Oui, ça me va. Ok, donc la première question que je vais te poser, ce serait juste de te présenter, de nous dire qui tu es. Ok, je vais essayer de faire ça court. Donc, je m'appelle Aïcha Temfak. Je suis maman de 2 petites filles. Donc, je commence ma présentation par ça parce que c'est l'aspect le plus important de ma vie. Je suis CPA, donc comptable professionnel agréé de profession. C'est l'équivalent d'expert comptable en France. Je suis entrepreneur. Je suis écrivaine. Oh, ah oui, c'est vrai. Je me rappelle que tu as publié un livre, un roman. Exactement. Okay, j'ai publié un roman récemment. Donc, voilà, ça fait le tour. Je suis née au Cameroun, au continent, la galaxie. Et je suis arrivée au Québec en 2005. Donc, ça fait 19 ans et demi que j'habite au Canada. Donc, voilà. Ok, mais quand tu arrives au Québec en 2005, est-ce que tu viens comme adulte, indépendante, à ton propre compte? Peut-être si j'étais adulte en 2005, c'est que j'ai des cheveux blancs maintenant. C'est vrai. Non, j'étais une petite fille, j'étais une jeune fille, je suis venue avec ma famille. En fait, mon père était déjà ici depuis quelques années, mon père était venu comme étudiant. Donc du coup, je suis venue avec ma mère, mon frère et ma sœur en 2005. Ok. Donc, voilà, pour la petite histoire, quand je suis arrivée au Cameroun, j'étais en 4e. Donc, en fait, j'avais 11 ans. J'étais en 4e au Cameroun. Quand je suis arrivée ici, ils ont dit « Madame, votre fille est trop jeune
pour parce que c'est l'équivalent du secondaire 3. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on voulait me renvoyer en 5e année, qui est l'équivalent du cours moyen 1. Donc, j'allais passer de 4e au cours moyen 1. Ma mère a dit impossible. Donc, du coup, j'ai dû aller faire des tests à la commission scolaire, etc. Donc, le maximum qu'ils ont pu faire pour moi, c'était de me remettre en secondaire 1, l'équivalent de 6e. Je suis arrivée au mois de mars, dont l'année scolaire finissait. Donc, j'ai fini l'année scolaire en secondaire 1 et j'ai continué comme ça. En 5e. Voilà. OK. Mais en tout cas, c'est bien de le mentionner parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Hein. C'est ici, on te met à l'école primaire ou secondaire en fonction de ton âge. Exactement. C'est clair. Il n'y a pas d'autre débat comme ça. Exactement. Parce que même pour me remettre en secondaire 1, à l'âge de 11 ans, tout le monde avait déjà 13 ans et tout. Donc, j'étais 2 années plus jeune. Ma mère a dû aller à la commission scolaire pour signer un document qui s'appelle une dérogation d'âge. En gros, le document, c'est si votre fille tombe enceinte parce qu'elle a été influencée par des personnes plus vieilles, nous, on n'a rien à voir là-dedans, donc c'est votre problème. Donc, en gros, c'est ça. Oui, c'est vraiment en fonction de l'âge ici. Ben, c'est ça qui fait en sorte que souvent, même les personnes qui terminent le baccalauréat, on va dire en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, qui ont 16, 17 ans, parce que ça arrive, quand ils arrivent ici, ils ont comme 3 ans d'âge de différence par rapport à ceux qui sont en première année universitaire avec eux. On peut le voir bon ou mauvais, là, ça dépend de comment c'est orienté, de comment c'est présenté, mais je crois que moi, je pense que c'est bien. Pour être honnête avec toi, je pense avec le recul, rien ne sert de courir. C'est sûr que si tu es super, super intelligent et franchement, tu perds ton temps dans des classes plus jeunes, je peux comprendre, mais à la fin de la journée, et c'est quelque chose que j'ai appris plus tard dans la vie, il y a l'intelligence à l'école, mais il y a l'intelligence de la vie. Oui. Tu as besoin d'être entouré de personnes, j'ai envie de dire de ton âge, pour ton développement, parce que l'école, c'est pas tout. Hein. Donc, voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Je dirais qu'entre autres, c'est une partie des combats de ma vie. Parce que moi, j'ai eu mon bac à 16 ans. Wow, OK. Donc, je suis parti vraiment très, très vite. Et quand moi, j'étais dans les classes seconde, première, terminale et les 3 premières années universitaires, souvent, tu es avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi. Vous n'êtes pas rendu au même niveau de développement. Développement psychologique, mental. Tu as souvent l'impression, souvent on est assis à la table, on discute, mais tu sais pas ce que tu fais là parce que c'est pas ton environnement. Là où le fait de suivre le rythme qu'il faut, ben, non seulement souvent tu capitalises mieux dans ce que tu apprends à l'école, parce que tu sais comment l'utiliser dans la société, mais en même temps aussi, bon, tu peux aussi chercher les... tu peux aussi évoluer au même rythme de développement que les autres. Donc, je suis d'accord avec toi, je comprends. Mais c'est ça. Donc, quand tu arrives, là, tu es vraiment arrivé avec tes parents. OK, donc... J'ai eu cette chance, oui. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Mais je te dirais que ça a quand même été difficile. OK. Mais est-ce qu'on pourrait dire que... Je vais m'avancer beaucoup, mais est-ce qu'on pourrait dire que tu es comme quelqu'un qui est né dans le système? Mais si on te prend à l'âge adulte... Si je te parle avec mon accent camerounais, tu ne vas même pas penser que j'ai quitté le pays. OK, je comprends. Donc, pour répondre à ta question, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme si je suis née ici, mais j'ai grandi ici toute mon adolescence. Donc, du coup, quand je parle avec des Québécois, toutes les émissions de jeunesse qu'on regardait quand on avait 14-15 ans, je sais exactement de quoi on parle et tout. OK, je comprends. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon intégration professionnelle parce que je ne me sentais pas à l'écart. Donc, moi, j'ai pas nécessairement... Parce que j'ai l'impression que les gens qui viennent plus tard que moi ont beaucoup de référentiels d'émissions françaises, des choses comme ça, pas d'émissions québécoises. Donc, souvent, la conversation est plus difficile. Moi, parler d'occupation double ou des affaires comme ça, j'avais aucun problème avec ça. Donc, c'est sûr que ça aide. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est comme si je suis née ici parce que, encore aller skier, les choses qu'ils font, moi... ça marche pas, donc... OK, je comprends. Je vois, c'est juste, entre parenthèses, occupation double ça fait partie de ma liste de choses à faire. Ah oui, c'est dans la culture québécoise, t'as pas le choix. J'ai tellement entendu parler de cette... Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Secret Story, une affaire comme ça. Ouais, c'est une émission de dating, une maison de filles, maison de gars, ils vont en rendez-vous ensemble et à la fin, il y a un couple qui gagne, il gagne une maison, des voitures, des choses comme ça. Ça fait partie de ma liste de tâches de regarder cette chose-là parce que tout le monde connaît ça. Et il faut connaître ça aussi. Exactement. Exactement. Okay. Mais c'est ça. Aïcha, professionnellement parlant, je dis professionnellement, mais on parle de tes études universitaires. Comment ça s'est passé ta transition justement du secondaire pour aller à l'université et devenir CPA que tu es aujourd'hui? Donc, si j'étais restée au Cameroun, j'aurais terminé mon bac du Cameroun à 15 ans. Mais ici, pareil, malgré... que j'ai perdu 2 années, vu que le secondaire, c'est juste 5 ans, j'ai quand même fini le secondaire à 15 ans. Donc, à 15 ans, tu sais pas trop ce que tu veux. Enfin, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Moi, la seule chose que j'étais sûre de vouloir faire, c'était de vendre des choses. Moi, j'étais toujours en train de vendre quelque chose. Je fabriquais des bracelets, je les vendais. Donc, j'ai toujours eu ce côté un petit peu entrepreneurial. Je vendais tout et n'importe quoi. J'avais écrit même des petits romans ici et là. Donc, j'étais toujours en train dans un mindset de
qu'est-ce que je vends, comment je peux améliorer le quotidien d'une personne aujourd'hui et tout. Mais j'avais de très bonnes notes à l'école. J'ai été quand même assez chanceuse. Donc, mes parents bien... Avoir de bonnes notes, c'est pas la chance. Hein. Un peu quand même. Je pense qu'il y a des dispositions, pas génétiques, mais je veux dire, j'ai une facilité. Enfin, j'avais avant d'accoucher, parce que depuis que j'ai accouché, mon cerveau est parti avec. Mais plus jeune, je comprenais les choses quand même assez vite. Mon problème, c'est que j'arrivais pas vraiment à me concentrer quand je faisais les examens, mais côté compréhension, c'était rapide. Donc, du coup, quand j'ai terminé mon secondaire, ici, avant d'aller à l'université, il faut faire le cégep. Oui. Donc, je suis allée au cégep en sciences. Et ma mère m'a dit, fais ta médecine, pourquoi pas. Il faut certaines notes pour faire médecine. Ces notes, je les avais. Mais c'était pas mon appel de vie, comment dire, c'était pas ce que je voulais faire. J'ai quand même été appelée pour les entrevues. Sauf que c'est pas juste les notes pour entrer en médecine. Faut qu'il le voit si c'est vraiment quelque chose que tu veux, ta préparation. Moi, j'étais zéro préparée. Donc, mes entrevues en médecine, je les ai complètement foirées. OK. Honnêtement, ça m'a même pas fait de peine ou quoi que ce soit parce qu'au fond de moi, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Sauf que je me suis retrouvée à 17 ans parce que le cégep, c'est 2 années. Je me suis retrouvée à 17 ans en mode, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un de mes amis, ou je sais pas si c'est un ami, ou bref, quelqu'un avec qui j'allais à l'école. De nulle part, il me dit, moi, je te vois en finance. Parce que je vois que tu aimes les chiffres, l'entrepreneuriat, etc. Donc, je me suis dit, bon, OK. Dans le vaste domaine des finances, où est-ce que je vais trouver un travail facilement, puis faire de l'argent plus facilement et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en parcours de comptabilité. Et, j'ai étudié à HEC Montréal. Alors, j'ai fait un parcours classique en comptabilité. J'ai fait mon master en comptabilité également et j'ai fait mon parcours CPA. OK, je comprends. Quelque chose d'intéressant que je vais mentionner dans ce parcours, à peu près à la 2e année, on commence à chercher des stages. Tout le monde veut rentrer dans les Big Four. Je ne sais pas si tu es familier avec les Big Four. Moi, oui. Je ne sais pas si les gens sont familiers, mais c'est quoi les Big Four? Les Big Four. Donc, il y a 4 grandes firmes de comptabilité au niveau mondial. Donc, il y a PricewaterhouseCoopers, PwC, Ernst & Young, EY, KPMG et Deloitte. C'est les 4 grosses firmes. C'est les mêmes 4 grosses firmes partout dans le monde. Tout le monde veut commencer sa carrière là-bas parce qu'on dirait que ça te donne un temps d'avance versus des personnes qui ont commencé peut-être en entreprise directement. Donc, j'aime appeler ça un petit peu comme une prostitution organisée, dans le sens où comment ça fonctionne, c'est qu'ils organisent des cocktails de réseautage où chaque cabinet a comme un kiosque. Et nous, nous les étudiants, on se baladait de kiosque en kiosque pour essayer de se faire valoir, essayer de se faire remarquer, de telle manière que par la suite, quand tu vois ton dossier, ils font le lien avec « Ah, ça, c'est la personne que j'ai rencontrée. » Donc, moi, la première année, c'était une catastrophe complète. Ils le font chaque année, c'est ça? Chaque année. OK. Donc, tu as une chance par année. Après, je sais pas, moi, ça fait quand même quelques années que j'ai eu mon diplôme. Je sais pas si ça a changé depuis. Mais moi, il y a quelques années, quand je le faisais, c'était chaque année à l'automne, autour de septembre. Non, pas septembre, octobre, peut-être. Bref, une fois par année. Donc, moi, la première année, j'ai foiré. Complètement. Parce que tu te bats contre des personnes qui sont nées ici. Tu te bats contre des personnes qui ont déjà des contacts dans ces cabinets-là. Parce que j'ai su par la suite qu'un bon pourcentage des personnes qu'ils embauchent, leurs parents sont haut placés, connaissent telle personne dans le cabinet. Moi, j'ai pas de contact. Mais c'est ça que je voulais demander. Parce que quand tu soulignes que tu te bats contre des personnes qui sont nées ici, pourtant tu as fait ton secondaire, ton cégep ici, que tu te retrouves à l'université, tu trouves que même à ce niveau, il y a quand même une différence? Oui, 100%. Peut-être parce que moi, j'ai étudié à HEC. HEC, c'est un petit peu un cas particulier. Je ne sais pas si dans d'autres universités, c'est comme ça. Mais je vais te donner un exemple. Les personnes qui vont à HEC, ils ont une réputation, c'est pas moi qui le dis, hein. Ils ont une réputation un petit peu de snob. Mais HEC a une réputation de beaucoup classe. De personnes aisées, on va dire. Ils vont. Donc, on fait un travail d'équipe ensemble. La minute où le travail d'équipe est fini, on se voit dans les couloirs. Toi, t'es là. J'ai l'impression que c'est pas HEC. C'est le Canada. Ni vu ni connu. Moi, ça m'a tellement choquée. Hey, je te dis, on vient de passer des heures. Je sais ce que tu as mangé hier. Je sais c'est quoi les derniers problèmes que tu as eu avec ton copain. On a passé des heures et des heures. Moi, je pensais qu'au-delà du travail d'équipe qu'on faisait, qu'on était en train de créer une petite relation. Zéro. Donc, moi, au fil du temps, j'ai compris que même si ça fait des années que je suis ici, je suis quand même pas considérée à 100% comme une des leurs. Je te dis que je suis sortie de l'université sans amis québécoises. OK, je comprends. Bref, je le dis, c'est ça, c'est la réalité. It is what it is. It is what it is, mais j'ai eu de très bons amis, des immigrants, béninois, mauritaniens, etc. Mais
pas d'amis québécois. Mais c'est correct. Ouais. Moi, franchement, j'ai fait mon deuil de ça. Mais je l'ai senti cette première année, quand je faisais le recrutement en cabinet. Ouais. Donc, du coup, la deuxième année, je suis arrivée en force, préparée. Déjà, l'accent complètement clean. Les tresses, non, mais je te dis la vérité, pas de tresses. Là, moi, j'allais avec les cheveux lisses. Non. Attends. Ça fait une différence? Pour vrai? Écoute, de mon année, dans ce cabinet spécifique, des universités, toutes universités francophones confondues au Québec, j'étais la seule noire. Il y avait une autre des universités anglophones, mais moi, j'étais la seule fille noire embauchée, toute université du Québec confondue, dans ce cabinet pendant 7 années-là. J'en ai pas vu d'autres, en tout cas. Donc, je te dis, moi, j'ai dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Malheureusement, je pars avec 5 pas en arrière parce que peut-être pas le 3/4, mais une bonne partie des places sont prises par des gens dont les parents ont des contacts dans les cabinets. Après ça, moi, ma couleur de peau, je suis désolée, mais ça m'avantage pas. Heureusement, on vit dans une période où ils sont quand même obligés de remplir des quotas c'est ça. De personnes. Diversité, inclusion, et tout. Donc, disons que j'étais le petit cocher diversité, inclusion de mon année. Mais j'ai dû vraiment, comme je te dis, moi, je suis pas de tresse. Je suis allée avec les cheveux lisses, habillée clean. J'avais perdu mon poids. Je voulais être le plus présentable possible. Pendant les entrevues, là, c'était des entrevues informelles. Ils veulent voir ta personnalité, voir si tu vas fitter avec le reste de l'équipe. En entrevue, tu sais de quoi j'ai parlé? Occupation double. OK. Je rigole pas. J'ai parlé d'occupation double. À partir du moment où j'ai commencé à parler d'occupation double, j'étais en train de suivre la saison et tout. Ils ont compris, OK, elle peut tenir des conversations avec les personnes. Elle va pas commencer à parler de, je sais pas, des conflits qui se passent dans son pays parce qu'on s'en fiche. Donc, non, mais je te dis la vérité. Donc, moi, je dirais que c'est grâce à Occupation Double que j'ai eu ma place dans ce Big Four, dans ce cabinet. Mais c'est intégration, c'est pas assimilation, en fait, c'est l'intégration. Tu arrives dans une nouvelle société, il y a des codes, il y a des règles, mais ce sont des codes de chaque jour. C'est pas vraiment des règles, c'est la vie de chaque jour. C'est la vie de chaque jour. C'est important que tu comprennes comment ça fonctionne. Mais pareil, quand tu as des enfants qui naissent ici, qui vont à l'école ici, je suis désolé, si tu ne fais pas cet effort, tu vas payer le prix d'une manière ou d'une autre. Exactement. Moi, j'ai arrêté d'attendre qu'eux, ils comprennent ma culture, qu'eux, ils comprennent... Mais ça vient pas souvent. C'est ça. Je m'attends à rien d'eux. Tout ce que j'attendais, c'est qu'ils aient assez une ouverture d'esprit pour me permettre, pour me donner un emploi et me permettre de démontrer que je suis capable de faire cet emploi et tout. Et je pense que c'est souvent une erreur que les immigrants font. Ils restent chez eux à pleurer, ils sont racistes, ils sont si... À un moment donné, là, écoute, it is what it is. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Intègre-toi, t'as pas le choix. Donc, voilà. OK, mais comment ça se passe justement pour que tu finisses? En entrevue, tu as parlé d'occupation double. Comment ça se passe pour finalement que tu obtiennes le poste? En gros, le processus, encore une fois, je pense pas que ça a changé. Je pense que c'est la même chose. Donc, on a ce cocktail au début où tu donnes tes cartes d'affaires un peu partout. Cartes d'affaires avec photo, parce qu'il faut qu'ils se rappellent à qui ils ont parlé et tout. Après ça, il y a un document qui s'appelle un AXI. C'est comme un CV bonifié avec plein de questions et tout, où tu te présentes. Et moi, l'erreur que j'avais faite, il y a des questions du genre, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier et tout. Puis moi, la première année, j'avais mis, je suis fière d'avoir immigré au Canada et tout. On s'en fout. OK? Moi, la deuxième année, c'est, je suis fière de pouvoir avoir de bonnes notes tout en travaillant 30 heures par semaine. C'est ça qu'ils veulent voir. Parce que c'est ça que les Québécois, ils font. C'est ça. Ici, dès 14 ans, tout le monde travaille et tout. En même temps qu'ils vont à l'école. Ils veulent voir que tu t'es intégré à ça, que tu as compris ça. On s'en fout de ton histoire d'immigration. Je suis désolée, là. Oui, c'est ça. C'est cru, mais c'est ça. C'est cru, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas leur apporter? En fait. Tu es arrivé dans leur pays. Tu dois faire comme ils veulent, malheureusement. On n'a pas le choix. Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que souvent, quand on le dit, on a l'impression que faire comme il faut, c'est se réinventer, c'est se changer. Non, c'est pas ça. Moi, c'est juste je suis fidèle à ma culture. Tu es dans une société qui travaille, où on travaille dur, travaille dur comme tout le monde si tu vas avoir des fini mes journées, je rentre chez moi, je mange mon plat d'indolé, je suis contente. Ils ne viennent pas chez moi m'empêcher de manger ce que je veux manger, etc. Et tout. Donc, finalement, ce n'est pas... Mais comme je dis, c'est pas comme la mer à boire. Sur le fait de le dire, et à la limite, même, je trouve dommage de ne pas essayer de comprendre ce que c'est. C'est une belle culture aussi. C'est une très belle culture. Parce qu'à la fin, quand tu regardes Occupation Double, je suis désolé, moi, je regarde La Ville des cœurs brisés à la télé, sur YouTube, quand je veux me vider l'esprit. Et j'aime ça. Ah
Moi, j'adore. J'ai pas écouté Occupation Double les dernières années parce que mon temps est rendu un petit peu limité avec toutes mes activités, donc je choisis. Mais moi, j'adore Occupation Double. J'adore la poutine. J'adore la culture québécoise. J'ai rien contre. Je peux naviguer entre les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Et finalement, c'est une force. C'est ça. Oui, 100%. Okay. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes enfants aussi. Oui, clairement. Donc, voilà, à la suite de ça, pour terminer ta question, donc une fois que tu finis, t'envoies ton document, ton AXI, il y a les entrevues informelles dont je t'ai parlé. Après, il y a le processus d'offre. OK, super. Donc, finalement, tu t'es retrouvée dans un Big Four. Oui, je me suis retrouvée dans un Big Four. En stage. OK. J'ai fait presque 2 ans et j'ai changé pour un autre Big Four par la suite. Parce que, bon, après, j'avais fait... pas que j'avais fait le tour, mais j'aimais plus trop les clients sur lesquels on me faisait travailler parce que c'était des trop gros clients. Donc, du coup, je me spécialisais sur une seule chose. Mais moi, j'aime avoir une vue d'ensemble. Donc, je voulais des plus petites compagnies. Donc, j'ai changé. Je suis allée dans un autre Big Four. Que je comprends. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne le parcours CPA classique? Oui. Là, tu parles de stage. C'est flou. C'est flou un peu. Donc, on fait un baccalauréat, l'équivalent de licence en Europe au Cameroun, en administration des affaires. Donc, le bac en administration des affaires, il y a plusieurs spécialisations. Tu peux te spécialiser en marketing, en finance. Bon, moi, je me suis spécialisée en comptabilité, c'est ce qu'il faut. Par la suite, on fait ce qu'on appelle un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées. Ça dure 15 mois. Il faut trouver un stage et il faut faire un examen à l'ordre. OK. Donc, voilà. Le stage, ça dure 2 ans. Donc, pour avoir son titre CPA, il faut le bachelor, il faut le DESS, il faut 2 années de stage et il faut avoir réussi l'examen qui dure 3 jours. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait tout ça. Mais par la suite, vu que le DESS, c'est comme les 2/3 d'une maîtrise, j'ai continué pour avoir le master, la maîtrise au final. Mais ce n'est pas obligatoire dans le parcours CPA. Okay. Et ta maîtrise, ta spécialisation, justement, c'est ça, de maîtrise, c'est en quoi? En audit, j'étais auditrice, donc je me suis spécialisée en audit. Bon, mon mémoire, c'était l'audit à l'ère du big data, parce qu'au moment où je faisais ça, ça commençait les technologies, intelligence artificielle, blockchain, etc. Donc, du coup, c'est sur ça que j'ai fait mon mémoire, mon projet supervisé de maîtrise. OK. Voilà. Mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais, Aïcha? Donc, comme je disais, j'ai travaillé dans un Big Four. Ensuite, je suis allée dans un autre Big Four. En gros, je faisais de l'audit. C'est quoi l'audit? Pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu vas dans une compagnie, tu audites leurs états financiers dans le sens où eux, ils vont dire à leurs investisseurs, on a vendu pour 100 millions. Peut-être que le 100 millions n'est pas vrai. Donc, nous, on vient tester leurs chiffres, nous assurer qu'ils ont vraiment vendu ce 100 millions. Donc, on prend des échantillons, on dit, montre-moi les factures, montre-moi l'argent que tu as vraiment collecté. Donc, nous, on vient valider les chiffres de telle manière qu'eux, après, quand ils donnent ça à leurs investisseurs et tout, qu'il y a une assurance que les chiffres sont vrais. Crédibilité. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai fait. Par la suite, je suis allée en entreprise. En entreprise, c'est de l'autre côté, dans le sens que c'est toi qui prépares les chiffres qui sont par la suite audités par d'autres personnes. Donc, c'est ça que je fais encore aujourd'hui. Donc, je prépare les états financiers, je m'occupe du day-to-day. J'ai des équipes, j'ai des analystes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, je suis contrôleur financière. Donc, j'ai des analystes qui travaillent avec moi, donc je supervise l'équipe pour ensuite présenter les états financiers. OK, super. Souvent, c'est pas très clair pour des gens, la différence entre l'analyse financière et le CPA. Est-ce que tu pourrais t'essayer de nous dire un petit peu? Disons que moi, je vais superviser ce que l'analyste a fait. Par exemple, quand mes équipes font des écritures comptables, pour dire on a vendu 1 000 $, je vais aller faire une écriture comptable pour enregistrer la vente de 1 000 $. Moi, par la suite, je viens et je valide et je clique, je dis oui, on a vraiment fait. Donc, je suis plus une superviseure qu'autre chose, mais je m'occupe aussi des questions comptables un peu plus complexes que les analystes ne peuvent pas faire. Les analystes, c'est large comme mot parce que tu as des analystes qui ont été à l'université, mais tu as des analystes qui n'ont pas été à l'université et tout. C'est vraiment un mot qui englobe tout ça. Tu as des analystes qui s'occupent plus des factures à payer, tu as des analystes qui s'occupent plus des factures à recevoir, etc. Donc, c'est vraiment large comme chapeau, mais... OK, je comprends. Mais c'est bien de faire cette différence-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent le parcours CPA et qui ne terminent pas. Oui. C'est quel poste? Est-ce que c'est... Mais moi, j'étais analyste avant d'être contrôleur. OK. Tu peux pas être contrôleur si t'as... Enfin, tu peux pas. Tu peux, hein. Ça prend l'expérience. Ça prend une certaine expérience et tout. Donc, souvent, certaines personnes qui ont été plus longtemps en cabinet vont être contrôleurs direct. Moi, j'ai été 2 années et quelques en cabinet. Donc, du coup, j'ai commencé comme assistante contrôleur et analyste avant maintenant d'être contrôleur. Donc, mais comme je dis, tu as des analystes, justement. Moi, j'étais CPA, mais j'étais encore analyste avant d'être contrôleur. Mais tu as des analystes aussi, comme je disais, qui n'ont pas de parcours CPA et tout. Je trouve dommage les gens qui commencent le parcours CPA, qui ne le terminent pas, parce que c'est un très beau titre à avoir.
En tout cas, on est dans une société où les titres, ça compte. Oui. Je suis désolé de le dire. En tout cas, plusieurs personnes qui sont passées ici ont dit « Ordre des ingénieurs du Québec fait partie de l'ordre, c'est un cadre. » Les avocats, là, le barreau, c'est comme... Exactement, pareil, l'ordre des CPA L'ordre des Canada, CPA, pareil, pareil. C'est clair. Donc, clairement, on est dans une société où le titre, ça compte. Oui. Et c'est une réflexion que j'aime souvent avoir avec les gens, la notion de métier. La notion de, on est dans une société où la notion de métier est très valorisée. Le métier, c'est ce qui te permet de faire une action et d'avoir de l'argent directement du client. C'est toi qui rapportes de l'argent à l'entreprise qui offre le service. Quand tu choisis un métier, donc si vous allez à l'hôpital, les médecins, c'est le métier de l'hôpital. Tous ceux qui sont dans le service de support, ça reste du support. De toutes les façons, l'hôpital peut s'arrêter, le médecin va continuer à exercer. Exact. Si tu vas dans un salon de coiffure, c'est le coiffeur qui a le métier. Exactement. Parce que quand on dit métier, ça ne veut pas forcément dire faire des longues études, des études extrêmes. Exactement. Un plombier, moi, quand j'appelle le plombier chez moi, c'est $180. Parce qu'il compte son frais de déplacement de base et son heure de travail avant de te faire une soumission pour le travail qu'il faut réaliser. Tu comprends? Donc, et lui, c'est son métier. Donc, c'est très important. Moi, je dis beaucoup aux gens, regardez dans la société. On est dans une société où on a la chance que les métiers sont valorisés. Donc, si vous avez la capacité de cibler des métiers, vous avez toujours l'assurance que vous aurez quelque chose qui vous permet d'avoir de quoi manger. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Pas besoin. Plombier, c'est au cégep, je pense, tu fais une formation. Et tu peux gagner très, très bien ta vie. Exactement. Il y a des écoles de métiers aussi qui existent où tu peux apprendre des métiers spécifiques. Tu peux gagner très, très bien ta vie. Et moi, ce que j'ai vu, que je trouve super intéressant, qui sont faits aussi par même par des immigrants, là, c'est quelqu'un justement qui va faire un bac en administration, qui va être CPA, et puis qui va aller faire une formation de plombier. Parce qu'il veut avoir la carte de compétences. Pour être plombier. Mais ce qu'il fait après avec ça, c'est que justement, il travaille, il a son emploi, il a sa carrière normale, mais c'est lui qui a le know-how pour créer une entreprise de plombier. Des plomberies, oui. Tu comprends? Souvent, les gens vont faire des formations, c'est pas tant parce qu'il veut exercer, c'est parce qu'il va avoir, mais puisque c'est protégé, c'est encadré. Tu as ta carte de compétences pour être électricien, pour être plombier, pour être contrôleur de projet en construction. Ceux qui comprennent, comprennent. Non, mais on a la chance, honnêtement, d'être dans un pays, dans une province, peu importe, où, honnêtement, il y a tellement d'opportunités à gauche, à droite, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des métiers, comme tu disais, au niveau de tout, en fait. Franchement, il y a tellement d'opportunités que... J'ai envie de dire, si tu fais rien avec, c'est dommage. C'est dommage, en fait, je comprends. Tu as parlé au début, tu nous as dit au début que tu étais entrepreneur aussi. Est-ce que tu peux justement nous parler de ta casquette? Là, je viens de prendre l'exemple du CPA qui fait la formation de plombier. Est-ce que tu as une équivalente? Écoute, moi, comme je te disais au début, j'ai toujours été en mode je vends quelque chose. J'aime ça. J'aime créer, bâtir des entreprises. C'était pas vraiment des entreprises avant, mais là, franchement, là, c'en est une. C'est une entreprise incorporée avec une structure, ses propres comptes de banque et tout. Donc, c'est vraiment une compagnie. Moi, j'aime la mode. Donc, au début, j'ai eu peur de me lancer parce que je me disais, comme je disais, je faisais des bracelets, des choses comme ça. Je me disais, je réinvente pas le monde. Pour moi, si c'était pas une compagnie tech où vraiment on vient révolutionner les choses, pour moi, ça valait rien. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour enlever ça de ma tête et me dire que l'idée, c'est bien, mais c'est l'exécution qui compte. Tu peux avoir une idée qui est un petit peu banale, mais si tu l'exécutes bien, tu peux vraiment bâtir quelque chose avec et tout. Donc, j'ai une compagnie de sac à main qui s'appelle Miseris. Et en gros, pourquoi une compagnie de sac à main? Il y a 1 milliard de compagnies de sac à main ici dehors. Qu'est-ce qui fait que Miseris est différent des autres? C'est que quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai 2 filles, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai commencé à faire le ménage. Tu vois, quand tu es en fin de grossesse et là, tu as envie de tout nettoyer ta maison, là, tout. J'étais rendue à cette phase, donc je commence à ranger. Je me dis, oh, ça, c'est cute, ça fait longtemps que je n'ai pas porté. Oh, ça, c'est cute. J'ai réalisé que j'avais tellement d'habits, sacs, bijoux, accessoires tellement fancy, mais que je ne portais jamais parce que j'attendais que ce soit l'anniversaire de quelqu'un, la graduation de quelqu'un, le mariage de quelqu'un. Je me suis dit, mais la vie est vraiment trop courte pour tout le temps attendre une occasion pour moi. Là, chaque jour, là, every day is a runway. Chaque jour, j'ai besoin de sortir, puis on me dit, ouais, là je me dis, ça donne, tu vois. Donc, je me suis dit, il faudrait quelque chose que tu peux porter tous les jours, qui est genre vraiment fancy, mais en même temps, pas too much, qui est quand même quelque chose que tu peux porter tous les jours, tu vois. Ok, je comprends. Donc, j'essaie de trouver un entre-deux parce que je regarde mon sac de travail, c'est un sac noir banal. Et je vois beaucoup de personnes autour de moi, c'est ça, parce qu'on dit, de toute manière, on va juste au travail, on n'a pas besoin de... Mais le travail, si tu y vas 5 fois par semaine,
Ça fait 5 journées dans la semaine où tu es habillé de manière banale. Le week-end, tu fais ton ménage. À quel moment est-ce que tu te sens vraiment spécial? Moi, je vais pas attendre l'anniversaire de Ted pour me sentir spécial. Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière. Donc, en gros, c'est inspiré des grosses maisons de couture européennes comme Louis Vuitton, tout ce que tu veux, mais ramener à quelque chose qu'on peut porter tous les jours. Je te donne des exemples. Tous les intérieurs de mes sacs sont rouges. Parce que le commentaire que j'avais souvent, c'est que quand l'intérieur est noir, tu cherches les choses, tu trouves pas. Tu vois pas. Donc, moi, j'ai rendu tous les intérieurs rouges. 1, ça fait luxueux parce que ça rappelle Louboutin, mais 2, c'est super pratique pour la vie de tous les jours. Mon best-seller, mon Miss Boss, c'est un sac que tu peux aller au travail avec. Mais souvent, les cordes, ça fait mal à l'épaule. Moi, j'ai pris une corde super large, épaisse, qui fait en sorte que même si ton ordi est super lourd... Ouais, c'est comme une mallette. Exactement. Mais ça reste tellement fancy, tellement beau. Est-ce que tu peux nous montrer? Parce que... Avec plaisir. OK. Là, je vois qu'il y a une belle collection. Oui, peut-être tu peux donner un exemple aussi, un échantillon aussi. Lui, c'est mon Miss Boss dont je vous parlais. Je ne sais pas si on voit comme il faut, mais lui, c'est mon best-seller. C'est lui que je ne m'attendais pas à ça, mais il se vend comme des petits pains chauds. Tu vois, quand je te parlais du côté pratique, ça, c'est une poche. Mais quand tu voyages, tu l'ouvres et tu le passes à travers ton trolley. Et si tu ne l'utilises pas, ben, c'est une poche. C'est pas grave. C'est ça. Donc, comme je parlais tout à l'heure, mes intérieurs qui sont rouges, ça fait super luxueux. Tu as la poche d'ordinateur, etc. Donc, ça, c'est un des sacs. Je peux vous montrer. Ouais. Il y a lui. Oh, lui, je l'adore. C'est celui que j'ai porté en venant ici ce matin. Donc, lui, je veux dire, la petite boucle ici, tellement fancy. Encore une fois, on a l'intérieur rouge. Et je me balade toujours avec mon roman. Oh, c'est vrai, je peux l'avoir. Au-delà du verre. Bon, on va finir de parler des sacs d'abord. Et je vous présente peut-être un petit dernier qui est lui. Et lui, pratique pourquoi? Parce qu'en été, t'as chaud, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves la fourrure et ça devient complètement comme un autre sac. Tous mes sacs viennent avec. Dépendamment du style de personne, ça peut vraiment s'adapter. Exactement. Donc, c'est un petit peu ça. Wow. Donc, c'est un projet que... Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un projet que j'ai commencé, comme je te disais, quand j'étais en congé de maternité. C'est un peu difficile de jongler les deux parce que nouveau bébé, mais il faut faire la promotion. Moi, j'étais en allaitement exclusif, donc ma fille prenait pas de biberon. Donc, c'était moi tout le temps et tout, la fatigue. Et j'avais déjà une autre fille de 2 ans et quelques à l'époque, donc il fallait s'en occuper. Donc, c'était difficile. Mais j'ai réalisé que les gens aiment les sacs et tout parce que en 15 mois d'activité, malgré un congé de maternité, j'ai dépassé les 6 chiffres en termes de vente en dollars. Donc, je pense que la barre de 100 000 $, je l'ai passée au bout de 15 ou 16 mois. Donc, c'est comme une preuve de concept. De concept clair, en fait. Et tu sais que l'économie en ce moment est très difficile. Surtout pour les produits, c'est une commodité. Tu n'as pas besoin de sac. On va se dire les vraies affaires. Ce n'est pas de la nourriture ou quoi que ce soit et tout. Donc, pour moi, d'avoir réussi à faire ça à temps partiel, ça prouve que les gens aiment les sacs. Donc, il y a quelque chose là. Il y a du potentiel. Donc, je m'accroche. C'est pas facile, mais je m'accroche. Donc, mais comment on fait pour avoir accès aux sacs? Ça, ce serait bien de le dire. Est-ce qu'il y a une boutique? MTL.com. Non, j'ai pas de boutique. La raison est simple. Quand tu as une boutique, tu commences ton mois en négatif. Tu as vendu 0 sac. Tu es déjà à moins ton loyer, tes charges et tout. Je suis pas rendue là dans l'entreprise. C'est sûr qu'éventuellement, ce serait un rêve d'avoir une boutique. Mais j'ai eu des points de vente ici et là. Là, j'ai un point de vente actif. J'en ai eu d'autres dans le passé. Sinon, je fais des boutiques éphémères dans 1-2 journées à une place ou à une autre place. C'est sûr que j'aimerais développer plus de points de vente. Mais c'est difficile parce que tu envoies des courriels à des boutiques, on ne te répond pas. Il faudrait quasiment que tu te déplaces pour aller là. Moi, j'ai 2 petites filles, j'ai un travail à temps plein. Donc, ma croissance, honnêtement, est plus lente que si j'étais dedans à temps plein, mais c'est un choix conscient que je fais parce que j'ai des factures à payer. Je peux pas, j'ai des enfants, donc je peux pas tout plaquer en me disant, je vais vendre des sacs et tout. Peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, je suis réaliste et tout. Je comprends. Et moi, je fais pas partie des personnes qui veulent que le projet marche en 2 jours. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vais lancer quelque chose, puis dans 3 jours, je vais annoncer à tout le monde que je suis millionnaire. Non, moi, je suis amoureuse du processus. Je sais qu'il y a des choses qui prennent du temps. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Moi, j'adore le processus de créer quelque chose. Quand les gens m'envoient des photos de
personnes qui portent des sacs mi-série dans le métro, moi, ça bat tout, en fait. Ça me fait vraiment chaud au cœur, tu comprends? Je comprends. Non, en tout cas, j'ai toujours été impressionné. Tu sais que j'encourage beaucoup ta marque, là. C'est moi, un client, je ne porte pas de sac en main, mais à chaque fois que j'ai un cadeau à offrir à une femme, c'est des sacs mi-série. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Merci, il faut l'encourager. Mais le lien vers le site internet va être marqué. Donc, allez-y, achetez des sacs. Il y a tout le temps des promotions en plus pour ces sacs-là. Il y a un modèle du sac là qui est un sac à dos. Sold out. Sold out. Ouais. Il s'est converti, c'est un sac à main qui s'est converti en sac à dos, toujours dans le côté pratique et tout. Il est sold out. Je suis en train de voir peut-être que je vais ramener quelque chose de similaire et tout. Mais ouais, lui, il a bien marché. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est un projet qui est super intéressant. Ça, si on te pose la question, c'est quoi la vision de cette entreprise-là que tu vas avoir? Oui. Récemment, justement, je revoyais mon plan d'affaires parce qu'il a beaucoup évolué depuis ça va faire 2 ans que j'ai parti le projet. Donc, le plan d'affaires a beaucoup évolué et tout. Donc, comme je dis, la mission de la compagnie, c'est vraiment de permettre aux femmes de se sentir spéciales chaque jour. Et tu peux faire ça, tu peux mettre un jean, tu peux mettre des joggings et tout, mais quand tu mets le petit sac chic, là, ça vient rehausser ton look complètement. Donc, je veux vraiment que les femmes se sentent spéciales chaque jour via les sacs à main. La raison pour laquelle j'ai pris les sacs à main, moi, j'aime la mode. À la base, je me disais des vêtements. Tu vois, des vêtements relax, mais en même temps, tu vois, mais moi, les tailles, il faut être réaliste, il faut réfléchir. Les tailles, déjà, juste les couleurs de sacs, c'est compliqué. T'imagines si tu rajoutes des tailles dedans, je me suis dit non. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les sacs et tout. La vision, moi, j'aimerais que d'ici 5 ans, que ce soit la marque numéro 1 au Québec. Je me dis 5 ans, je dis pas 1 an, parce qu'il faut être réaliste. Québec, après ça, un joueur canadien incontournable. Et si je te dis mon rêve le plus fou, là, et je me suis donné 20 ans, LVMH. Tu connais la maison LVMH qui a Louis Vuitton et tout? Oui. Que Mi-Série soit la première marque québécoise à faire partie du groupe LVMH. On va voir. C'est ambitieux, hein? C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Mais moi, je carbure aux objectifs. Donc moi, petite parenthèse, ma vie est planifiée. Ça n'a aucun sens. Les gens me prennent pour une folle. Chaque début d'année, j'ai mes objectifs pour les 5 prochaines années. Breakdown, comment tu dis? Par année, pour les 5 prochaines années. Après ça, je prends pour chaque année, je divise par trimestre. Après ça, par trimestre, je divise par mois. Donc, je sais exactement ce que je veux. Je sais exactement où je m'en vais, en fait. Après, tu proposes. Dieu dispose, hein? Souvent, on parle de déformation professionnelle dans sa vie chaque jour. J'avais reçu une ingénieure qui me disait qu'elle a tellement optimisé, organisé sa vie qu'on a l'impression qu'elle pilote sa vie comme une ingénieure. J'ai l'impression de voir un CP en train d'organiser sa vie. C'est incroyable. Tout est même avant d'avoir mes filles, c'est dans mon calendrier. Ce serait quoi le moment optimal? Après, tu n'as pas vraiment de contrôle dessus. Tu sais pas comment ça va se passer. J'ai eu la chance que ça s'est passé comme je voulais. Si mon mari entend ça, il va me dire... L'histoire officielle, c'est que c'est arrivé par erreur. Bref. Non, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que tu peux pas avancer dans la vie si tu sais pas où tu t'en vas. Tu sais pas où mettre tes efforts parce que, surtout moi, je travaille toute la journée, je suis maman. Donc, quand il me reste 2-3 heures le soir, là, il faut que je sache exactement où mettre mes efforts. Et je peux pas le faire si j'ai pas une idée claire de où je m'en vais. C'est quoi mes objectifs, mes projets et tout. Donc... Comment tu fais pour, en plus de ça, réussir à écrire un livre? Non seulement j'ai écrit un livre, le titre, c'est Au-delà du verre. Donc, en gros, c'est une histoire d'amour entre une fille et un fantôme. Donc, la fille, elle sort d'une rupture amoureuse et elle va s'isoler dans une maison de campagne qui appartenait à sa grand-mère. Elle tombe sur un miroir dans la maison et tout. Sauf que ce miroir abrite un monsieur qui est coincé là depuis à peu près 150 ans, qui ne peut pas sortir. Donc, elle commence au début, elle a peur, évidemment, mais elle commence à lui parler. Au début, ils deviennent amis. Par la suite, ça se transforme en histoire amoureuse et ça l'amène à faire des péripéties, mettre sa vie en danger et tout. Et donc, son but, en fait, c'est de libérer le monsieur du miroir, en fait, pour qu'il puisse aller se reposer éternellement. Mais après, elle tombe amoureuse. Est-ce qu'elle le garde ou est-ce que... Il y a comme un dilemme. Oui, je comprends. Exactement. C'est une belle histoire. Il faudra lire le livre pour connaître la suite. Est-ce qu'elle va réussir? Qu'est-ce qui va se passer avec elle au final? Comment tu fais, Aïcha? Je veux dire, ça part de quoi? Est-ce que tu as toujours écrit? J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Je me rappelle, la première fois que j'ai écrit un livre, je devais avoir 12 ans. J'ai toujours... Moi, je pense que je dois avoir de l'hyperactivité ou quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça et je ne fais rien. Il faut que je fasse quelque chose. Je carbure au projet. Même quand je regarde Netflix, mon esprit est en train de penser à 1 million de choses et tout. Donc, j'ai toujours écrit et j'ai toujours rêvé de publier un livre. Et ce n'est pas le premier que je vais publier. Et je te dirais que mon rêve avec ça serait que Netflix
transforme un de mes livres, adapte un de mes livres, je devrais dire, en film ou en série, peu importe. Donc, j'écrirai des livres jusqu'à ce que ça arrive. Wow. Voilà. Mais peux-tu nous parler un petit peu du processus justement d'écriture, d'écriture, de publication? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées d'écriture, de lecture, qui pourraient avoir ce genre de projet, mais souvent, si c'est des immigrants qui ne comprennent pas le système ou bien comment ça fonctionne, ils peuvent avoir l'impression qu'il y a des barrières ou bien... Il n'y a pas de barrières, surtout de nos jours, parce que mon livre est self-published. Je ne l'ai pas publié avec une maison d'édition. Ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. J'ai essayé. Mais tu as des maisons d'édition qui publient, je ne sais pas, 10-15 livres par année. Ils vont privilégier les auteurs qui ont déjà un background, d'autres livres publiés qui sont populaires, etc. C'est comme rentrer dans une maison de disques quand tu es chanteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envoyé mon livre, mon manuscrit à une vingtaine peut-être de maisons d'édition et tout. Et à un moment donné, je me dis, moi, ça fait des années que j'écris. Je veux publier un livre. Je ne vais pas attendre que quelqu'un croie en mon projet. Celle, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, refus. Au début, quand elle a soumis Harry Potter, elle a été refusée par toutes les maisons d'édition. Mais tu as vu ce que Harry Potter est devenu aujourd'hui. Donc, moi, je me suis dit, je ne vais pas attendre que quelqu'un veuille me donner ma chance, je vais la prendre moi-même. Donc, j'ai publié avec Amazon toute seule. Donc, les gens qui pensent qu'il y a des barrières, il n'y en a pas. J'ai publié avec Amazon, puis j'en ai vendu, puis j'ai même déjà eu de l'argent d'Amazon qui est rentré dans mon compte. C'est symbolique, tu vois. C'est pas des millions, mais c'est symbolique de, OK, j'ai vraiment fait quelque chose. Donc, je comprends. Mais je voudrais savoir la façon que tu as cheminé et où tu es rendu aujourd'hui. C'est quoi ton recul du fait que tu sois immigrante? Est-ce que tu penses que ça a été facile ou est-ce que tu penses qu'il y a c'est ça, ma question c'est, est-ce que tu penses qu'il y a un conditionnement du fait que tu sois une immigrante ou bien j'ai toujours pensé qu'il fallait que je fasse le double de ce que mes collègues québécois homologues québécois faisaient pour être considérés au même niveau. Donc, j'ai toujours eu le besoin de travailler plus fort que les autres pour essayer d'être considéré au même niveau, même si au final, des fois, tu n'es même pas considéré au même niveau et tout. Donc, que ce soit dans mon travail, en tant que CPA pour la compagnie pour laquelle je travaille, je fais très attention à ce que je fais parce que je sais que moi, mon erreur va être plus grosse que l'erreur de quelqu'un d'autre, tu comprends? Donc, je me révise, j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition pour m'assurer que mon travail est bien fait et d'être le plus sans faute possible parce que j'ai l'impression que nous, nos fautes pardonnent moins que les autres. Donc, voilà. Je comprends. Ça fait du sens. OK, super. Maintenant, en termes d'éducation de tes enfants, ça est-ce que tu penses que toute cette mentalité-là ou cette expérience-là que tu as vécue, ça conditionne la façon que tu éduques tes enfants? Bon, elles ont 2 et 4 ans pour l'instant. Honnêtement, je veux juste qu'elles fassent leur sieste pour que je puisse avoir un break. Je ne suis pas rendue à penser à leur éducation, mais c'est sûr qu'on se pose des questions déjà. On sait qu'on va les mettre à l'école privée, par exemple. Moi, je suis allée dans une école publique. J'ai envie de dire la plus ghetto du Québec, mais genre, c'est une école, il y avait une Québécoise, que des immigrants. Dans l'école publique où je suis allée, je pense que c'est la plus multi-ethnique du Québec et tout. Mais j'ai tellement appris parce que j'étais dans un bon groupe d'amis, mais j'aurais pu aussi ne pas être dans un bon groupe d'amis et tout. Donc, je ne suis pas nécessairement prête à prendre cette chance pour mes enfants. Donc, on s'est dit école privée. Mais après, je veux dire, l'homme propose, Dieu dispose. J'espère que rendu là, on aura encore les moyens de les envoyer. Il faut pouvoir payer ça aussi. Mais oui, c'est sûr que ça va 100% impacter. Moi, je vais toujours leur dire qu'il faut qu'elles travaillent plus fort que les autres. Je ne vais pas essayer de dire, vous êtes égal aux autres, whatever. Moi, je préfère être honnête avec elles. Je suis désolée, ma belle, là, mais t'es noire. Je vais être claire. Donc, je vais pas non plus, je veux pas qu'elles pensent qu'elles sont moins bonnes parce qu'elles sont noires, mais je veux qu'elles comprennent la réalité dans laquelle elles sont. Même si elles sont nées ici, il y a quand même leur couleur de peau. Je comprends. Des fois, les gens ne sont pas racistes intentionnellement, mais c'est les biais, comment ils ont été éduqués, comment ils ont grandi. Souvent, c'est l'ignorance aussi. Ils ne sont pas méchants. Donc, je veux leur apprendre à ne pas prendre les choses personnelles parce que moi, il a fallu que j'arrête de prendre les choses personnelles pour pouvoir avancer. Je m'en fous, en fait, de comment les gens ils pensent, ce qu'ils pensent des Noirs. C'est plus mon rôle de les éduquer. Moi, tant qu'on me respecte, ça va. Ce que tu penses des Noirs, ça te concerne. Donc, je comprends. Waouh! J'aime beaucoup cette perspective-là. Parce que c'est malheureusement, à un moment donné, quand on a une certaine base sociale, on oublie ses réalités. On peut avoir tendance à oublier ses réalités. Donc, j'aime ce pragmatisme-là. J'ai pas le temps, Ted. Même si je voulais, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie de m'arrêter à me dire, oh, pourquoi lui, il pense qu'il est noir X? Je m'en fous. Si, en 2024, là, si t'es encore ignorant,
je peux rien faire pour toi parce que c'est pas l'information qui manque. Donc, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'éduquer mes 2 filles, pas d'éduquer le monsieur de 40 ans qui pense que les Noirs ont pas de télé chez eux ou qui, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Je comprends. C'est bon. La prochaine question que je voudrais te poser, c'est en termes, je vois que tu as un beau parcours d'affaires, très ambitieuse. Tu rêves et tu crois au processus. Ça, c'est très important de le dire. Trust the process. Trust the process. Yes, c'est ça. Je voulais savoir pour toi, c'est quoi la richesse? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est comment tu bâtis la richesse? C'est drôle que tu me poses la question parce qu'en plus de tout ce que je viens de mentionner, j'ai commencé une page Instagram il y a quelques temps qui s'appelle Diasporiche. Donc, c'est un mélange de diaspora et riche. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, comme toute personne ignorante pendant toute ma vingtaine, début de la vingtaine, etc., moi, je dépensais, je m'achetais des habits. Je prenais pas le temps de me dire c'est quoi mon plan. Je veux dire, moi, je pensais comme tout le monde, je suis trop intelligente, je vais être millionnaire à 25 ans. Pas besoin de mettre l'argent de côté pour la retraite. Là. J'étais dans un autre monde, mais complètement un monde parallèle. À un moment donné, je me suis dit, ça marche plus. Il faut vraiment, quand j'ai acheté 2 propriétés. J'ai ma maison, j'ai une autre propriété qui est en location et tout. Ça fait mal aux finances. Quand tu mets la mise de fonds et tout, là, tu as les enfants qui viennent, tu as les paiements, l'argent sort et tout. Il faut payer la garderie, il faut payer. Tu te dis, oula, OK, il faut que je m'asseye, que je revoie mes finances. Là, je me suis fait un budget. D'ailleurs, j'ai un modèle de budget qui est en vente via Diasporiche. Mais j'ai commencé à lire des livres, à m'instruire. Donc, j'ai commencé à lire des livres qui parlent de finances personnelles et ma perspective du sujet a complètement changé. Donc, du coup, j'ai créé ma plateforme Diasporiche juste pour partager ce que je lisais dans les livres avec des personnes que ça pourrait aider, penser. Donc, pour répondre à ta question, moi, la richesse, c'est tout simplement d'avoir le choix de je veux travailler, je veux pas travailler. Ça n'impacte pas si mes factures sont payées ou pas. C'est juste ce choix, la liberté de... Pour moi, le temps, c'est ta ressource la plus importante, c'est la ressource la plus égale, que tu sois noir, blanc, rose, rouge. C'est la chose qui nous égalise le plus. C'est la chose sur laquelle tu as le plus de contrôle. Et moi, mon temps, je veux en être la maîtresse ultime. Je ne suis pas encore la maîtresse de mon temps pour l'instant parce que mon employeur est maître de mon temps d'une certaine heure à une autre heure. Mes enfants sont les maîtres de mon temps d'une certaine heure à une certaine heure. Donc, pour moi, la richesse, ce serait de own mon temps le plus possible. Comment on arrive à la richesse? C'est en faisant pas des choix financiers. J'ai pas envie de dire stupides, mais oui, moi, je suis la première à avoir fait des choix financiers stupides dans la vie que je ne peux plus reprendre et tout. Parce que plus tôt tu commences, mieux c'est. Les gens pensent qu'il faut avoir créé une entreprise qui a gagné des millions pour devenir riche, mais j'ai vu des histoires, j'ai lu des livres qui parlent de monsieur qui est concierge, qui gagne le salaire minimum, mais qui réussit à amasser une richesse tout simplement parce qu'il ne vit pas pour plaire aux gens. Il veut pas montrer qu'il a la dernière Tesla, il veut pas montrer qu'il a la plus grosse maison, etc. Il met l'argent de côté. Tu places ton argent. Placer de l'argent, c'est super simple comparément à ce que les gens peuvent penser et tout. Et ça génère. Le plus tôt que tu commences, le mieux c'est. Moi, c'est la chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais, je sais pas, 18 ans, parce que j'aurais commencé plus tôt. J'ai commencé un peu plus tard dans ma vingtaine. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, voilà. Mais c'est bon à savoir. Je pense que cette question de choix, là, c'est un propos qui revient souvent. Le choix, en fait. Malheureusement, à un moment donné, tu ne possèdes pas ta vie quasiment, en fait. Exact. Et j'aime ça. Quand on parle d'argent, souvent, c'est des questions qui font mal, en fait. C'est des sujets tabous. Les gens ont et pareil, tu vas le voir même dans les livres, les gens ne prennent pas l'habitude d'ouvrir le compte bancaire. C'est comme s'il y a une sorte de micro-stress qui vient avec le fait d'aller ouvrir son compte bancaire. Quand tu dois faire un paiement, ou bien vérifier qu'un paiement est rentré, tu stresses. Alors qu'en réalité, je suis désolé, tous les jours. Dans les entreprises, là, quand tu vas travailler en entreprise, toutes les Chaque factures, jour, on regarde ce qui est passé. On sort les factures. Tu dois faire, quand tu fais une déclaration de dépenses, tu dois transmettre la facture. Il y a quelqu'un qui s'assoit pour vérifier toutes les factures qui ont été rentrées, pour les mettre dans des... En fait, il y a une traçabilité qui est inimaginable. Mais souvent, je me dis, mais pourquoi les gens ne font pas? Pourquoi on ne fait juste pas ça dans notre vie quotidienne? Mais l'argent, moi, je pense que ça crée un stress parce que, quelque part, on sait que ce qui rentre n'est pas assez important par rapport à ce qui sort. À partir du moment où
moi, j'ai pas envie de dire ça me stresse pas, mais genre, j'ai un budget, je sais exactement ce qui va sortir. Donc, quand je rentre dans mon compte, il n'y a pas de surprise. À moins que ma carte de crédit a été piratée ou quoi que ce soit. Okay. Quand je vais dans mon compte, c'est juste pour vérifier qu'il y a, justement, que ça n'a pas été piraté. Mais ce qui est sorti, je le sais. Il y a zéro surprise. Donc, il y a zéro stress. Le stress, il vient du fait que, j'ai dépensé $500 de plus que ce que je devais. J'ai peur d'aller voir mon compte. Ça vient de là. Ouais. Je dis pas que tout le monde je dis pas que je suis disciplinée avec mon argent ou quoi que ce soit et tout, mais je veux dire, le stress, je pense qu'il vient de là, du fait qu'il y en a trop qui est sorti, où tu sais pas vraiment ce qui sort. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir, faire son budget. Et à partir de là, c'est le budget qui drive tout, en fait. Tu peux pas avancer financièrement si t'as pas de budget, si tu sais pas exactement ce qui sort et tout. Moi, je pense que le stress, il vient de là. Oui. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses du retour au pays? Mais pour toi, c'est une situation un peu particulière parce que tu arrives au Canada à 11 ans. Il y a comme cette grosse vibe là de gens qui, à un moment donné, on va rentrer, il faut investir au pays, il faut construire des fermes de poulets ou des affaires comme ça. C'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, tu es adulte, tu as une famille ici, tu fais de l'investissement immobilier ici. Pour toi, le retour au pays, tu te positionnes comment par rapport à ça? J'ai rien contre. Je veux dire, on est toujours mieux chez soi. Je veux dire, la bonne nourriture toute l'année, la bonne température toute l'année. Moi, j'ai absolument rien contre. Moi, ce qui m'énerve souvent, c'est que c'est un effet de masse, un effet de suivisme. Puis les gens, ils n'ont pas de plan. Okay. Parce que tel a lancé une ferme ou tel a acheté un truc au pays, moi aussi, je vais faire la même chose parce que je ne veux pas être la personne qui est derrière et tout. Moi, c'est ça qui m'énerve. Si tu as un plan clair, c'est pas tout le monde qui veut vivre ici. C'est pas tout le monde qui veut finir sa vie ici. Je suis quand même retournée au pays plusieurs fois. Je peux très bien vivre au Cameroun, même si c'est un désordonné, là. Oh là là. Je peux vivre au Cameroun parce que c'est le pays où je suis. J'ai rien contre, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Comme toute chose, l'entrepreneuriat, pareil, les gens qui lancent des compagnies juste parce que tel a lancé. Non, il faut le faire pour les bonnes raisons avec un bon plan. Il faut être conscient du contexte socio-économique dans lequel tu te lances parce que c'est bien beau, je vais ouvrir ma ferme de poulet ou je sais pas trop, mais je veux dire, si les gens n'ont même pas d'argent pour s'acheter du poulet, tu vas vendre à qui? Est-ce que tu peux exporter? Est-ce que les gens, ils vont juste comme ça, sans faire un plan d'affaires, sans penser à vraiment qu'est-ce que ça implique, en fait. OK, donc, je comprends. Pour un immigrant qui arrive, première partie de la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a un retard par rapport à son homologue né ici, grandi ici, place ça comme tu veux? Deuxième partie de la question, comment tu deals quand tu viens juste d'arriver avec... quand je parle de dealer, c'est vraiment avec tout ce que tu as mentionné. Discipline financière, anticipation, planification, organisation. Comment tu deals avec ça? Pour la première partie de ta question, je pense que plus tu viens vieux, plus tu as un retard, malheureusement. Si tu arrives ici à 40 ans, là, juste ton accent, c'est dur de le changer. Ma sœur est arrivée ici, elle avait 4-5 ans. Et quand elle parle, je dis, arrête de parler dans mes oreilles. Elle parle comme une Québécoise, mais genre, fini. Plus t'es jeune, plus t'es une éponge. Oui, tu absorbes. Plus tu viens plus vieux, plus c'est difficile de retourner à l'école. C'est difficile de s'intégrer parce que Donc, pour répondre à ta question, je trouve que tu viens avec un petit peu de retard quand tu arrives à partir d'un certain âge. Aussi parce que, pour revenir à ce que je disais plus tôt, plus tu commences à mettre de l'argent de côté tôt, plus ça te rapporte. Mais si tu arrives à 40 ans, le temps d'avoir la possibilité même de mettre de l'argent de côté, tu as moins de temps pour que ton argent travaille pour toi. Donc oui, tu pars avec une longueur de retard et tout, malheureusement. Plus tu arrives jeune, j'ai envie de dire, moi, à l'âge auquel je suis arrivée, 11 ans, il n'y a pas vraiment de différence. Même quand tu arrives après l'université à 17-18 ans, ça va. Il y a pas vraiment de différence, à part le côté intégration culturelle, bien entendu, que ça, franchement, ça dépend de tout un chacun, à quel point tu veux t'intégrer, à quel point tu veux rester dans le Cameroun ou dans ta tête. Donc, voilà. Pour la deuxième partie de ta question, comment tu deals avec ça? Je pense que c'est avec qui tu t'entoures. Si tu t'entoures avec des personnes qui se passent H24 en train de regarder ce qui se passe au Cameroun, je dis pas, ou peu importe, je dis pas qu'il faut pas s'impliquer, mais à un moment donné, regarde les nouvelles du Québec aussi. Pour savoir ce qui se passe, pour que quand tes collègues vont parler demain de je sais pas quel pont encore fermé, que tu saches de quoi on parle, pas que tu es là, parce qu'à un moment donné, tu peux pas les blâmer de te mettre de côté, tu te mets de côté toi-même parce que tu peux pas participer et tout. Donc, je pense que ça vient de chacun. Regarde les nouvelles. Si tu regardais 30 minutes de nouvelles, fais 15 minutes Cameroun, 15 minutes Québec. Juste pour, tu vois, essaye de, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, comment, essaye de t'entourer. S'il y a des événements des 5 à 7, essaye d'y aller et tout. Donc, c'est vraiment un effort. Tu dois faire l'effort
constant et conscient de je suis d'accord. Mais je pense que c'est bien de le dire, c'est bien que tu le dises avec, je pense, ton bagage. C'est le fait de le dire avec ton bagage apporte un certain impact et c'est ça qu'on veut. On va terminer là-dessus. Je voudrais juste que tu me parles de 2 personnes qui t'inspirent. C'est pas obligé de le citer leur nom, mais juste de nous dire qui c'est et en quoi est-ce qu'elle t'inspire. Je pense souvent à ça. C'est vraiment dur de dire que quelqu'un m'inspire parce que moi, je pense que chacun a son parcours. Et je regarde jamais le parcours de quelqu'un comme un parcours qui pourrait être le mien parce que c'est vraiment dur. Il y a des personnes qui m'apportent, qui m'apprennent des choses. Mais inspirer... Mais je comprends. Prenons ça au premier degré. Premier degré, pourquoi? Parce que je suis d'accord avec toi. Inspiration ne veut pas dire calquer. Mais j'ai envie de te dire, peut-être que la chose qui me motive le plus, qui me fait sortir du lit en me disant il faut vraiment que je me botte les fesses aujourd'hui, c'est de penser à la moi du futur. Elle m'inspire. Wow! Elle m'inspire, mais de malade. Parce que j'ai une idée claire de la moi à 35 ans, je fais quoi? De la moi à 40 ans, je fais quoi? Et quand je suis couchée, je fais rien. Je dis, là, toi, à 35 ans, là... T'es en train de la pousser, là. Tu passes à côté, là. T'es pas en train de faire ce qu'il faut. Donc, quand je pense à ça, je te jure, je me lève, je dis, OK, c'est quoi mes objectifs de la journée? J'ai une application que j'utilise, To-Do List. Chaque journée a sa To-Do List. Genre, je suis pas capable de ne pas avoir de plan, parce que tu sais pas où tu vas. Et dans ma To-Do List, ça inclut mes massages, ça inclut épisodes de Love is Blind à regarder. Genre, je suis pas en train de travailler tout le temps non plus, parce que sinon, écoute, je serais beaucoup plus loin que où je suis en ce moment. J'ai beaucoup de temps pour moi aussi, ce qui est super important et tout. Donc, je te dirais que vraiment, la moi du futur m'inspire. Et mon mari. Sérieux, là, je dois avoir fait quelque chose de bien dans une vie antérieure parce que je suis tombée sur un homme, je ne serais pas où je suis. Il a fait j'ai envie de dire, il a fait une partie de mon éducation. Il a peut-être complété les choses que mes parents ont pas... J'ai dit côté financier, par exemple, la discipline financière, ça vient de lui parce que moi, dès que j'avais une paye Fashion Nova, ils avaient mon argent, là. Donc, côté discipline financière, côté... n'abandonne pas, trouve des solutions. Parce qu'avant Miss Iris, j'ai lancé plein de trucs ici et là où je vendais des choses. Dès que c'était compliqué, moi, j'abandonnais et tout. Donc, je dirais la moi du futur et mon partenaire de vie. Ça, là, je veux dire, même si je suis malade, je vais me lever puis je vais me botter le cul, je vais travailler. Excuse-moi des mots, là. C'est bon. Super. Merci donc, Aïcha. Je pense qu'on l'a quasiment écouté dans tous les épisodes, hein. Chacun parle de son partenaire. Ah oui? Ah, vrai. C'est très important. C'est incroyable. Incroyable. J'ai eu tellement de déceptions amicales. C'est normal. Hein. Des fois, quand tu grandis, vous allez dans des directions opposées. C'est les choses qui arrivent. Mais ça a été mon pilier qui a fait en sorte que c'est mon meilleur ami. Je veux dire, il comprend tous les défis que je vis avec Miss Iris tous les jours. Dès que j'ai quelque chose au travail, et on travaille tous les deux de la maison, donc on passe nos journées ensemble. Bon, il va au bureau maintenant un petit peu plus, mais on passe nos journées ensemble, puis on aime ça. Je veux dire, il y a des personnes que ça sépare. Nous, on est au courant de tous les défis l'un de l'autre. On éduque nos enfants ensemble. On va vers le même... Je pense que sans ça, c'est très, très difficile. Très difficile, Super. C'est ça qu'on veut montrer. C'est cet exemple-là qu'on veut montrer. Et on espère vraiment que ça va avoir de l'impact sur tout le monde. Merci si vous avez écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous apporte de la connaissance. Mais si c'est le cas, partagez autour de vous. Et on se retrouve très bientôt dans Impact. Est-ce que je peux dire un petit mot de la fin? Oui, bien sûr. Vas-y. Juste pour revenir sur mon parcours de CPA. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais c'est un parcours que je recommande à 1,000,000%. Les opportunités d'emploi, c'est incroyable. Chaque jour, j'ai un chasseur de tête qui m'écrit pour me proposer quelque chose. C'est incroyable. Les opportunités d'emploi, les salaires, c'est super intéressant, surtout dans l'économie dans laquelle on est actuellement, là, franchement. Donc, pour les personnes qui migrent, qui ne savent pas trop vers quoi se diriger et tout, franchement, moi, le parcours CPA, je recommande. S'il y en a qui ont des questions, qui ont besoin de conseils par rapport à ça, ça me fait vraiment plaisir de toujours en parler puis de conseiller. Donc, voilà.